InnoAino, le podcast qui décortique l'innovation côté retail. Réalité virtuelle, assistants vocaux, blockchain, reconnaissance d'image. Comment ces innovations révolutionnent-elles le quotidien des consommateurs et des professionnels de la distribution ? Les experts de l'échangeur Guillaume Rio et Nicolas Diacono, accompagnés d'un start-upper du domaine, décryptent les enjeux liés aux usages de ces nouvelles technologies. Pour être au fait des dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'InnoAino. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la blockchain. On va pas se mentir, le sujet est technique, mais dans la mesure où c'est la prochaine révolution, ça vaut le coup de passer un peu de temps ensemble afin de mieux comprendre de quoi il s'agit. Pour parler de ce sujet, nous avons la chance de recevoir Vidal Shriki, cofondateur de l'entreprise BTU Protocol spécialiste de la blockchain, et notre expert Nicolas Diacono, Technology Trends Analyst de l'échangeur BNP Paribas Personal Finance. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume et Nicolas. Bonjour messieurs. Nicolas, dans cette émission, on va évoquer la blockchain, la crypto-monnaie, le Libra, pair à pair, ICO, token. Peux-tu nous les définir ? Merci pour cette bonne question en mode glossaire assez complexe. Alors, pour reprendre un par un, alors le pair à pair, effectivement, c'est le fait d'échanger des biens, des informations entre deux individus. Bon, c'est assez classique, hein. On peut reprendre l'image du troc ou du Bon Coin qui est le meilleur exemple de plateforme pair à pair. Et puis alors sur les crypto-monnaies, c'est le fait de créer des monnaies virtuelles qui sont en dehors de régulation classique grâce à une technologie, un protocole qui est lié à la blockchain. Alors c'est là où c'est que ça devient complexe, c'est que quelque part, si je parle de la monnaie Bitcoin, c'est aussi le protocole et c'est aussi la blockchain Bitcoin, ils ont le même nom. Donc c'est là où c'est un peu complexe de pouvoir s'y retrouver sur ces éléments-là. La blockchain, donc c'est effectivement une sorte de registre, de livre de compte dans lequel j'enregistre des informations qui sont portées par l'ensemble des utilisateurs, qui sont authentifiées aussi par l'ensemble des utilisateurs au niveau transactionnel et qui du coup sont accessibles par l'ensemble des utilisateurs. Pour autant, moi, quand j'inscris quelque chose dans la blockchain, j'ai une clé qui m'identifie et qui fait que je suis propriétaire de cette information. Mais tout le monde peut savoir que j'ai fait telle transaction. L'ICO, c'est le fait de créer quelque part une monnaie virtuelle basée sur une technologie blockchain. Et le token, alors on peut l'associer effectivement à cette monnaie, à cette virtualisation du bien, on va dire, qu'on va appeler le token. Et toi, Vidal, en tant que professionnel du domaine, quelle est ta définition de la blockchain ? Alors moi personnellement, le mot blockchain, je l'aime pas trop parce que en fait c'est un terme un peu barbare qui traduit pas cette réalité. Moi, ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a une révolution de fond. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on change la dimension de l'internet. Jusqu'à présent, Internet, c'était un réseau ouvert pour transmettre de l'information. Donc, quand je vous envoie une photo, par exemple, sur Internet, par mail, je vous envoie une copie de la photo. La blockchain, ce qu'a apporté en premier le Bitcoin et tous les autres réseaux blockchain qui ont suivi. Le Bitcoin, c'est la monnaie. Le Bitcoin, en fait, dans le Bitcoin, ce qui est difficile, c'est que le mot Bitcoin désigne à la fois la monnaie, mais à la fois aussi ce réseau informatique et à la fois ce protocole d'échange pair à pair. Donc là, c'est plutôt le réseau Bitcoin, ce qu'il a apporté quelque part, c'est que sur Internet, sur un réseau ouvert, on peut s'échanger de la valeur. En tant que consommateur, ça se traduit comment, cet échange de valeur ? Alors, ça fait que justement, pour un consommateur, on est capable d'échanger de la valeur, tout comme aujourd'hui, on échange de l'information, on échange un mail. La valeur, c'est de la monnaie. La valeur, c'est de la monnaie, mais la valeur, ça peut être aussi un certificat de propriété digitale d'un objet. Imaginez par exemple une carte grise. Alors, c'est pas des scénarios qui sont en production aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui, si vous voulez changer une voiture, vous devez barrer une carte grise, attendre des jours que ça se transfère, qu'un système d'information d'une préfecture le transmette à une autre avant que ça passe en national. Si c'était fait sur une blockchain, il y a une sorte de système d'information partagé et finalement, en fait, on transmettrait un certificat de propriété d'une voiture de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et instantanée. Et aujourd'hui, on le voit énormément, notamment dans des usages logistiques au niveau du commerce, pour la traçabilité, pour le suivi et l'authenticité. Et un des plus gros acteurs aujourd'hui dans ce domaine logistique, c'est IBM, qui travaille avec des Walmart, des Carrefour et entre autres sur ces problématiques de traçabilité alimentaire. Et ce qui a permis, par exemple, autrefois, pour savoir d'où venait une caisse de mangue, il fallait à peu près 10 à 15 jours à un acteur comme Walmart ou Carrefour. Aujourd'hui, il faut à peine plus de 5 secondes grâce à la technologie
à la digitalisation de toutes ces informations-là. Donc si je résume, la blockchain permet plus de traçabilité, de transparence, de suivi, et donc de la confiance. Alors effectivement, ça apporte de la confiance. Pourquoi ? Parce que le réseau blockchain, c'est avant tout un réseau distribué avec plein d'acteurs qui administrent et qui voient les données. Et du coup, c'est très difficile à falsifier. On pourrait falsifier, simplement tout le monde s'en rendrait compte de façon très vite. Moi, j'ai tendance à vulgariser ça. C'est simplement si un match de football et tout le monde a vu un but, c'est très difficile de dire qu'il n'y a pas eu le but parce que en fait tout le monde est témoin et donc c'est très difficile de mentir dans un système distribué de type blockchain. Et pour corroborer dans ce sens-là, en fait, la seule faille dans la blockchain, quelque part, c'est l'information qu'on y rentre dès lors qu'elle est entrée par des êtres humains. Et donc, le biais vient effectivement de l'information qu'on renseigne. Si elle est fausse au départ, après, on peut plus la corriger et ça peut apporter certains problèmes. Par contre, ce qui est intéressant aussi là-dessus, sur justement le transfert d'informations de propriété, c'est qu'on a déjà des marques, notamment dans l'électronique ou même dans le luxe, qui réfléchissent à utiliser la technologie blockchain pour authentifier des produits, mais aussi pour rétrocéder, par exemple, une garantie. Si j'achète une caméra GoPro et que je la vends sur le bon coin, grâce à la blockchain, je peux aussi rétrocéder avec la garantie. D'accord. On a aussi des acteurs dans le bâtiment, là où ça peut être intéressant, c'est qu'on pourrait avoir une sorte de carnet de vie de toutes les opérations qui ont eu lieu dans un domicile pour authentifier que la maison est saine ou qu'un véhicule est sain sur une voiture, de la même manière. Mais aujourd'hui, il y a une démocratisation de la blockchain. Est-ce que les consommateurs l'utilisent au quotidien ? Moi, autour de moi, je n'entends pas trop parler de la blockchain ou même des usages. Effectivement, aujourd'hui, ce qui touche le consommateur, c'est l'aspect crypto-monnaie. Et il faut admettre qu'on est dans une phase encore très, très early stage parce que il y a beaucoup de freins à l'utilisation concrète et quotidienne des crypto-monnaies. Et pourquoi il y a des freins ? Parce qu'on entend parler de la blockchain depuis un certain temps. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a des freins technologiques. Je vais donner un parallèle. Par exemple, envoyer un email crypté, PGP, ça existe depuis les années 70. Pourtant, c'est encore très peu utilisé. Alors là, aujourd'hui, sur les crypto-monnaies, on a des porte-monnaies électroniques, mais le paradigme est très nouveau. Donc, par exemple, on a l'habitude de s'identifier avec un login et un mot de passe. Dans les crypto-monnaies, ce paradigme n'existe pas. On doit stocker une clé privée qu'on doit savoir sauvegarder. Donc, il ne faut pas perdre, parce que si on la perd, on n'a plus accès à ces crypto-monnaies. Et puis, il faut signer des transactions. Et donc, quelque part, aujourd'hui, ça, c'est pas encore assez grand public. Et aujourd'hui, les interfaces sont en train d'être améliorées pour être plus utilisées. On parle beaucoup de Libra avec Facebook autour de la monnaie virtuelle. Tu pourrais nous en toucher quelques mots, Nicolas ? Oui, alors Libra, effectivement, c'est un projet porté et poussé par Facebook, mais pas que, parce que c'est un consortium derrière. Notamment, il y a Uber, Lyft, Spotify, entre autres, et Iliad, pour le côté francophone, qui sont dans le consortium, pour créer une crypto-monnaie qui a pour mission d'adresser les gens qui sont non bancarisés et qui n'ont pas forcément accès à des services bancaires, et donc proposer des solutions de paiement en pair à pair. Typiquement via la messagerie de Facebook, on pourrait se payer de l'argent, mais aussi potentiellement de payer en magasin dans le commerce traditionnel et non plus en euros, mais via cette crypto-monnaie Libra de Facebook via un wallet. Donc ce projet permettrait la démocratisation de la blockchain vers le consommateur. Alors c'est la démocratisation des crypto-monnaies basées sur une technologie blockchain, effectivement. Et derrière cela, c'est aussi quelque part une dérégulation des systèmes monétaires globaux, étatiques, qui sont faits par un acteur privé en parallèle, ce qui a amené nos ministres français à statuer sur le sujet de manière assez drastique, et à d'autres présidents, notamment nord-américains, qui sont positionnés sur le sujet en mettant des petits vétos et des petits holà dans les pattes de Facebook face au danger que ça pouvait représenter. Tu confirmes, Vidal ? Complètement. Alors le projet initié par Facebook, justement, pourrait être un scénario très plausible de à quoi pourrait ressembler cet Internet de la valeur à très grande échelle. C'est-à-dire des citoyens qui disposent d'une monnaie numérique et qui peuvent s'échanger librement et s'échanger avec des commerçants. Et là, c'est assez intéressant ce que tu as dit. On revient à des systèmes de gouvernance parce que finalement, on assiste à la séparation. On a vu il y a quelques centaines d'années la séparation entre l'Église et l'État. Et là, ce serait peut-être la séparation entre l'État et la monnaie. Parce que justement, dans cet Internet de la valeur, tout le monde peut émettre sa monnaie. Alors, c'est un peu comme au début de l'Internet.
tout le monde pouvait écrire un blog. Là, tout le monde peut émettre une monnaie. Et beaucoup de monnaies seront inintéressantes. Et des monnaies de type celle qui est faite par Facebook, si elles sont utilisées, pourraient recréer un nouvel ordre et une nouvelle façon de consommer. Et pour les professionnels qui nous écoutent, je pense que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que si des monnaies de ce type commencent à être utilisées, ça veut dire que en tant que retailer, pour toucher un consommateur, il va falloir le toucher à l'intérieur de l'écosystème Facebook, puisque c'est là que le porte-monnaie se trouve. Et donc, il va falloir faire des publicités dans Facebook, et ça renforce la puissance de Facebook. Et ça, tout le monde est en train tous les géants et tous les réseaux sociaux ont des initiatives de ce type. Donc là, tu parles des géants, mais au-delà des géants, les retailers, est-ce qu'ils ont des projets sur la crypto-monnaie où un consommateur, tel que moi, peut acheter des produits via cette crypto-monnaie? Alors, il y a quelques projets qui sont en train de se dessiner. On voit on voit par exemple Rakuten qui commence à créer des points. Donc, enseigne japonaise, oui. Il y a beaucoup de rumeurs sur Amazon qui sera obligé de répliquer parce que quelque part, on rentre à partir du moment où on a un portefeuille, on rentre dans son terrain de jeu. Alors, ce sont pas des retailers, mais tous les géants des réseaux sociaux essayent de s'y mettre aussi. Et on voit aussi la monnaie de Telegram, par exemple, ou Line encore au Japon, qui vient un peu rentrer dans cette et même en complément, on a même aussi l'État français et l'Europe qui travaillent sur un projet de monnaie numérique aussi pour essayer de contrebalancer tous ces nouveaux entrants en fait dans le secteur de la monnaie. Très bien. Là, on a abordé la monnaie, mais on parle aussi beaucoup de la blockchain pour la traçabilité. Est-ce que tu as des exemples, Nicolas ? Oui, comme mentionné au préalable, en fait, c'est extrêmement utilisé aussi bien par des constructeurs automobiles pour authentifier, certifier qu'on a bien des pièces mécaniques originales et pas falsifiées, et aussi au niveau alimentaire pour savoir d'où proviennent les produits. Vous prenez l'exemple tout à l'heure de la caisse de mangue, mais c'est aussi le cas sur le poulet ou sur les œufs chez Carrefour en France. Donc c'est déjà mis en place. C'est aussi mis en place via une start-up justement qui était partenaire de l'échangeur Honest, qui faisait ça sur les rôles donc en acier pour transporter les marchandises. Et en fait, Carrefour en perdait tous les ans, donc après il refacture un peu au doigt mouillé les partenaires. Et grâce à la blockchain, c'est-à-dire que chaque fois que je transfère un rôle, je fais un transfert de responsabilité et donc tous les acteurs de la chaîne logistique voient qui est responsable de quel rôle, et du coup en temps réel quelque part je sais où se trouvent tous mes produits. Donc ça garantit une transparence et l'authentification du produit. Oui, et puis la responsabilisation de tous les acteurs de la chaîne aussi, pour savoir qui est responsable de quoi à l'instant T. Et ça, c'est une vraie valeur de cette technologie-là. C'est effectivement une forme de responsabilisation de chacun des acteurs, puisque comme tout est enregistré et infalsifiable, en fait, à un moment donné, il faut aussi acter de ses responsabilités. S'il y a un problème, on sait d'où ça vient assez rapidement. Moi, je trouve ça super, mais j'ai pas encore vu dans les supermarchés, genre produits authentifiés par la blockchain. Alors tu le verras pas comme ça de cette manière-là. Par contre, tu vois des QR codes, on te dit de scanner via une application ce QR code pour avoir l'historique de la fabrication de ce produit-là, cette traçabilité. Et ça, c'est fourni grâce à une technologie blockchain. Donc la logistique est en avant sur les crypto-monnaies en termes de démocratisation ? Alors pas forcément. Il faut savoir que la logistique, c'est un scénario qui est un peu critiqué parce qu'il y a ce principe de garbage in, garbage out. Si on écrit des bêtises, on va relire des bêtises après dans cette blockchain. Moi, je trouve ça malgré tout très intéressant parce que finalement, à partir du moment où c'est très difficile de mettre à jour les données dans la blockchain, en fait, on va vite se rendre compte de c'est qui triche, parce qu'on va voir des données incohérentes et on va savoir dans une chaîne, par exemple, du froid, à partir de quel acteur il commence à y avoir des soucis, et là, on pourra enquêter. Donc là, on a finalement un outil qui nous augmente la capacité à détecter les soucis, même si les gens peuvent écrire éventuellement des choses dedans. Et toi, Vidal, en tant que CEO de BTU Protocol, vous travaillez sur quel projet actuellement ? Alors, nous aussi, on est dans des cas d'usage du retail, pas forcément que ça, mais en tous les cas, on n'aborde pas la question de traçabilité. On va pouvoir aider à changer les circuits de distribution des e-commerçants. Tu as un exemple concret ? Complètement. Nous, on pense que effectivement, la blockchain et ses protocoles pair à pair sont une opportunité pour les entreprises de se rapprocher du consommateur. Un peu comme cette notion de circuit court. Finalement, si je suis un commerçant, plutôt que de passer par une chaîne d'intermédiaires pour trouver mon client, je vais pouvoir avoir moins de niveaux, voire même être directement pair à pair avec le consommateur. Donc nous, BTU Protocol, par exemple, on est déployé à très grande échelle avec les hôteliers. Et donc, au lieu de réserver en passant par des plateformes qui prennent des commissions, et même par une série de plateformes qui enchaînent des commissions,
on est capable de réserver en direct chez l'hôtelier. Donc finalement, pour l'hôtelier, on a un protocole qui permet de distribuer ses produits avec une meilleure marge. Et pour pouvoir créer de l'usage, nous, on a packagé ces services dans une application mobile qui s'appelle BTU Direct. Et donc, dans BTU Direct, ce que font les hôteliers, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une réservation, pour inciter les gens à venir dans ce canal, ils ont automatiquement une récompense. Et cette récompense, ça correspond à une sorte de cashback qui permet d'inciter les utilisateurs à venir dans ce canal qui est très intéressant pour tout le monde, parce que non seulement ils peuvent diminuer un peu les prix, mais également ils ont une bonne marge, et puis le consommateur est heureux, et en plus il dispose d'un cashback, il gagne de la crypto, et en gagnant de la crypto, il peut après rentrer dans d'autres scénarios. Donc un deal gagnant-gagnant. Moi, j'ai 2 dernières questions pour vous. Moi, j'ai évoqué en introduction, la blockchain, ça va être la révolution. Est-ce que vous pouvez me définir en quoi la blockchain va révolutionner, on va dire, pourquoi pas, la société ? Très concrètement, je pense que ça peut redonner et rechanger la donne, en tout cas autour de la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui, à l'image un petit peu de ce qui est fait en Estonie, où l'État estonien est basé au niveau numérique sur une technologie blockchain. Et en fait, on redonne la main aux citoyens sur l'usage de ces données, sur l'accessibilité de ces données-là, et également pour authentifier, pour tracer, pour certifier l'ensemble des informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, si j'étais malhonnête, je ferais un faux CV avec des faux diplômes. Demain, si tout est inscrit dans une blockchain, donc mes diplômes que j'ai eu, mon bac, mon master, ma licence, ainsi de suite, c'est inscrit dans une blockchain, ça c'est infalsifiable. On peut plus tricher. Un futur employeur pourrait me demander l'accès à ces informations-là, qui sont authentifiées par l'établissement, mais du coup, moi, je pourrais plus mentir sur mon CV quelque part. Et pareil sur mes expériences professionnelles, où mon employeur pourrait certifier que j'ai bien eu tel salaire, que j'ai eu telle fonction, telle responsabilité dans une technologie blockchain. Et l'ensemble de ces informations-là, du coup, je serais obligé quelque part de les partager si je fais un nouveau boulot et ne plus tricher. Donc c'est la mort de la falsification. C'est la mort de la falsification sur ces sujets-là. Et par contre, ce qui est intéressant au niveau démocratique aussi, c'est que quelque part, ça permet... Alors, on parle beaucoup des référendums à l'heure actuelle, mais ça permet de donner la main aussi pour une nouvelle formation au niveau du vote, de traçabilité, d'authentifier les gens qui votent et de simplifier aussi le vote. Parce que du coup, je peux faire potentiellement du vote en ligne à distance grâce à cette technologie de traçabilité, ces clés numériques qui me permettent de m'authentifier et dont je suis le seul propriétaire. Donc on revient vraiment traçabilité, transparence. Et toi, ta vision, Vidal ? Alors pour moi, en fait, ce que ça apporte la blockchain, c'est d'autres modèles économiques et des nouvelles façons de répartir la création de valeur. Donc si on est capable de quelque part d'être dans un Internet davantage pair à pair, en fait, ça redéfinit les modèles économiques et ça casse les notions de plateforme et de marketplace et leur modèle économique de commission. Je pense qu'il faut vraiment suivre ces mouvements parce que ces nouveaux modèles économiques de mise en relation sans commission sont passionnants. Et ceux qui vont aboutir sont complètement à suivre. Et pour corroborer ce point-là, et pour aller dans le sens de BTU Protocol sans en faire la pub, même si je vais le faire, c'est qu'en fait, moi je trouve ça pertinent, je l'ai utilisé, le wallet, pour une location de voiture, et en fait, c'est vrai que du coup, j'ai trouvé des tarifs plus intéressants grâce à ce système de rétrocommission, qui ensuite, ces BTU Protocol, je peux changer en bon d'achat, par exemple sur Amazon ou autre. Et ça, c'est intéressant parce que ça casse les business models actuels et traditionnels. Et ça, c'est la vraie valeur. Oui, puisque finalement, c'est comme ce qu'a introduit le Bitcoin, c'est que chacun est sa propre banque. Et voilà, nous, chez BTU Protocol, chacun est agent de réservation pour lui-même. Donc, c'est lui qui est commissionné, parce qu'il a fait l'effort de... Très bien, on va conclure là-dessus. Je vous remercie de vos éclairages très brillants. Je remercie nos auditeurs et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Inno Aino. Merci Guillaume, au revoir. Merci Guillaume, Nicolas, au revoir. Merci, au revoir. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'Inno Aino sur les plateformes de streaming, sur le site de BNP Paribas Personal Finance et sur celui de l'échangeur. Et pour rester connecté aux dernières tendances retail, suivez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance sur Twitter et LinkedIn.